Bonjour à tous, bienvenue, troisième journée du CEFIA Toulouse 2024, deuxième édition dans ce bel écrin du mythe du parc des expositions de Toulouse, le CEFIA Salon Cœur d'usine qui fédère tous les acteurs de l'agroalimentaire avec, vous le voyez, sur le salon, une offre riche en nouveautés dans les trois domaines, ingrédients et PAI, équipements et procédés, et puis emballage et conditionnement. Une offre riche au niveau du salon et puis un espace conférence pour vous accompagner, vous professionnels de l'agroalimentaire, dans vos démarches d'amélioration, vos transitions, votre compétitivité, avec plusieurs thèmes qui ont été mis à l'honneur lors du salon, l'innovation mardi sous l'angle du local, la décarbonation mercredi, la séquence emploi-formation à ne pas manquer cet après-midi, et puis ce matin, quelles avancées pour atteindre les objectifs 3R, réduction, réemploi, recyclage. Vous le savez, le sujet de l'emballage est au cœur du CEFIA depuis un certain nombre d'éditions. Et je dois dire que peut-être pour la première fois, nous allons pouvoir discuter autour d'un cadre réglementaire en voie de stabilisation à l'échelle européenne. Dans le même temps, les filières de recyclage poursuivent leur structuration. On fera le point sur les avancées. Et puis, le réemploi, vous le savez, une myriade d'initiatives, des boucles de réemploi émergent au niveau local, partout sur le territoire, et avec un nouvel échelon qui va être passé en début d'année prochaine, notamment dans les 4 régions françaises que sont la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. On va avoir l'occasion d'en parler à travers un programme qui effectivement est construit pour répondre à ces enjeux. Comment atteindre ces objectifs 3R avec tout d'abord Vincent Collard de Citeo. On fera le point sur la réglementation et puis sur les avancées sur chacun de ces 3R avec notamment en ligne de mire l'accompagnement de Citeo et les actions concrètes qui sont mises en œuvre. Et puis nous donnerons la parole à Pauline Audoy du CTCPA qui vous présentera tout simplement d'abord un aspect méthodologique autour de la méthode d'éco-conception appliquée aux emballages et puis illustrer avec l'idée d'aller vers des cas concrets, des cas pratiques. Avec Christophe Morin, Pacagile, on se posera un enjeu très précis qui est d'actualité, comment évaluer la recyclabilité des emballages en plastique avant de donner la parole à différents acteurs qui prennent des initiatives tout à fait inspirantes autour du réemploi. Ce sera la table ronde qui conclura la matinée. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Vincent Collard, directeur des matériaux de Citeo. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Vincent. Alors Vincent, quelques mots, le temps que vous lancez votre présentation pour vous présenter. Depuis 2016 chez Citeo, actuellement, donc je l'ai dit, directeur R&D matériaux, vous managez une équipe d'ingénieurs projets, vous pilotez la mise en œuvre de la stratégie de Citeo en matière d'éco-conception. Il s'agit de diffuser les bonnes pratiques, de représenter Citeo d'ailleurs dans différentes instances au niveau français et européen. Je souligne qu'à ce titre, vous coordonnez, très important, le projet de normes sur les emballages en plastique recyclables. Vous êtes administrateur du COTREP. Et puis, Citeo, quelques mots, un éco-organisme évidemment que tout le monde connaît, société privée, entreprise à mission dont la vocation est de réduire l'impact environnemental des emballages et papiers en proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri, de recyclage. Alors Vincent, allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout à fait, quelques mots sur Citeo pour compléter. Oui, et donc Citeo, c'est une entreprise privée qui est sous agrément d'État. On est en train de faire notre agrément pour l'année prochaine. Et le but de Citeo, c'est de vous aider à réduire l'impact de notre consommation via les emballages. C'est aussi simple que ça. Dans le passé, c'était de faire en sorte, le cœur de métier, de financer la collecte, le tri, le recyclage, parce qu'on faisait que ça. Exactement. Maintenant, avec le réemploi, la réduction et les ressources, on va en parler, le but est plus global, de réduire l'impact environnemental des emballages avec vous, sur les emballages ménagers, sur les emballages de la restauration, demain sur les emballages industriels et commerciaux. Et puis on a même sans doute, on sera peut-être aussi un éco-organisme sur les lingettes. Ah, d'accord. Complètement un autre domaine. Donc il y a des voies de diversification effectivement qui sont à l'œuvre. Alors tout d'abord, un état des lieux, Vincent, sur la situation. Hop. Alors l'état des lieux, vraiment qu'on ait tous les bons chiffres en tête, c'est que pour arriver
à faire ces 3 R, finalement, cette réduction, ce réemploi, ce recyclage, on est acteur à chaque maillon de la chaîne. Donc au début, dès la conception des emballages, c'est important que nos plus de 5 millions de tonnes d'emballages ménagers qui sont mis sur le marché chaque année, ils soient conçus pour être employés, ils soient conçus pour être recyclables. Et ça, c'est entre les mains des industriels. Donc on doit arriver à faire ça. On est déjà à 90% de recyclables, 65% sur les plastiques. Il faut s'améliorer sur les plastiques. Et on a une marge de progression, là, dans les estimations qu'on fait chez Citeo, c'est qu'on va progresser très vite vers 92-95%. On verra après, la loi dit 2030 pour être à 100%. Et on verra les leviers. Et on verra les leviers. Ensuite, c'est le consommateur, il faut qu'on trie. Hein. Je ne sais pas si vous triez chez vous, il faut le faire. Il faut le faire dans la cuisine, il faut le faire dans la salle de bain. Tout le monde oublie de le faire dans la salle de bain. C'est hyper important parce que voilà, on n'est que une personne sur 2 qui trie systématiquement à la maison. Et donc c'est très important parce que derrière, ça nous permet d'avoir des matières premières pour refaire des emballages, etc. On a à moins de 1% de réemploi, autour de 1%. C'est des choses qu'on va développer. Voilà, on est en pilote, on va en parler sur 4 régions. Avec des objectifs intermédiaires, 10% en 2027, c'est ça ? Exactement. Mais il faut relancer. Enfin, c'est une logique qui est compliquée. Il faut recréer un geste chez le consommateur. Il faut recréer des circuits logistiques. Il faut que les coûts, ça fonctionne. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ça à faire. On a des déchets abandonnés, il faut les combattre. C'est un vrai fléau. Hein. Donc, et que ce soit du plastique, bien sûr, mais d'autres matériaux aussi. On ne veut pas d'emballage dans la nature. Donc, c'est aussi des actions. Et puis après, il y a le tri, le recyclage, où il faut faire progresser ce taux-là de 65% de recyclage. Pour pareil, tendre vers 100, on ne sera pas à 100, mais c'est ça l'idée, il faut progresser sur tous les matériaux. Merci, parce que c'est vraiment les objectifs macro qu'il faut avoir en tête. Et puis, voilà, on passe sur la réglementation, parce qu'il y a une évolution très significative. Exactement, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'en France, c'est bien la loi française qui s'applique. Ça, il faut être très clair. Et donc aujourd'hui, c'est la loi climat et c'est la loi AGEC. Pour l'instant. Pour l'instant. On a, d'ici la fin de l'année, le vote de PPWR. Alors, il y a une micro-probabilité que ça ne se passe pas, mais on y va, quoi. On y va, c'est PPWR qui va être voté d'ici la fin de l'année et qui s'appliquera en France d'ici 1 an et demi. Un règlement. C'est un règlement, donc un règlement PPWR, le R c'est règlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe a fait des règles et elles s'appliquent de la même façon dans tous les pays. Les pays n'ont pas de liberté pour le mettre en œuvre dans leur pays. Donc là, boum, ça tombe. Et il y a bien sûr des mesures qui sont contraires à AGEC, qui sont contraires à climat. Alors, les objectifs sont globalement partagés, mais Exactement. alors quand on va dans le détail, effectivement, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements possibles. On va voir, hein, c'est quand même l'État à la fin, il a le droit français, on va voir comment s'il respecte à la lettre ce qui est marqué dans le règlement, il a cette liberté-là. Ça va passer par des actes délégués, enfin, après le vote évidemment, il ne faut pas brûler les étapes, mais on peut estimer que le vote est quasiment acquis, allez à 95%. La suite, c'est des actes délégués, le premier est attendu quand ? Dès l'année prochaine, on va commencer à en avoir. 2025. Je donne un exemple, vous êtes peut-être concerné dans la salle, c'est l'Europe va nous dire quels fruits et légumes ont le droit de continuer d'être emballés en plastique, parce qu'ils sont sensibles. Tiens, c'est pas le même décret que la France, potentiellement. Sachant qu'en France, il y a eu quelques évolutions. Et en France, ça a quand même rebondi 2-3 fois. Donc là, on va avoir en plus un texte européen qui va clarifier le jeu pour l'Europe. C'est quand même ça la très bonne nouvelle, il faut le répéter. Hein. L'harmonisation européenne, ça aide à clarifier les marchés et à harmoniser. Mais ça veut dire encore un tout petit peu d'instabilité le temps des actes délégués. Et on va voir comment la France prend en compte toutes les mesures. Mais il faut se dire, voilà, notre droit national va encore évoluer. Je vais prendre un autre exemple qui fait l'actualité, qui est le PS, le polystyrène, dont on va parler aussi ce matin. Au 1er janvier 2025, la loi climat nous dit qu'un polystyrène non recyclable est interdit de mise en marché en France. Dès lors, en l'absence de filière de recyclage. S'il n'est pas recyclable. Voilà. Et on a eu une réponse du précédent gouvernement, au Sénat, qui dit, évidemment, comme PPWR dit autre chose, on va s'aligner. On ne va pas faire une interdiction franco-française, alors que le droit européen arrive et dit autre chose. Sauf qu'il y a eu la dissolution, et donc maintenant, on est suspendu à notre nouvelle ministre pour savoir quel est l'aboutissement de... Est-ce que c'est PPWR ou est-ce que c'est climat qui s'applique en janvier? Le bon sens voudrait qu'on n'interdise pas un matériau qui va être réautorisé d'ici 1 an et demi. Exactement, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'est exactement ça. On viendrait l'interdire, mais de toute façon, le droit européen arriverait pour le réautoriser juste après. Donc ça, et l'État l'a bien compris. Donc
C'est exactement ça, c'est ce genre de mesure qui va nous impacter avec le droit européen. Alors, on va rentrer dans le détail justement en suivant la logique des 3 R et même des 4 R. Le 4e R, c'est ressources. On commence par celui-ci, ressources pour matériaux. Pour matériaux, on va l'évacuer tout de suite. C'est un peu le R oublié. Il est bien dans les textes, mais on parle toujours de 3 R et on oublie ressources. Et pourtant, les ressources, faut toujours se souvenir si certains d'entre vous font de l'analyse de cycle de vie, des ACV, c'est l'outil qu'on utilise pour l'éco-conception. Je pense qu'Apolline Odoy en dira quelques mots tout à l'heure. Eh ben alors on verra si Pauline vous me contredisez, mais la matière pèse souvent pour 50-60% des impacts d'un emballage. Donc le choix de la matière est hyper important. Et donc ce ressource, il est important. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les textes réglementaires parce que, par exemple, il y a des obligations de mettre du recyclé. Donc il y a bien ce ressource quelque part. Non, alors le point que je voulais vous dire, pourquoi j'insiste sur ce R un peu oublié, un peu caché, et on va bien rester sur 3 R en vocabulaire, on ne va pas créer plus de confusion qu'il ne faut, mais le PPWR nous incite à faire des emballages monomatériaux. Donc l'Europe nous incite à faire des emballages monomatériaux. Un monocarton, un monoplastique. Un peu dans la même logique que la France, l'Europe nous dit un monocarton, je préfère un monoplastique. Par contre, ce que dit l'Europe, ce que dit pas la France, et ça c'est un vrai gros changement dans la mentalité, c'est qu'un carton plastique, un 75 cartons, 25% plastique à l'écran, c'est la chose à éviter. Je préfère un mono PP. Et ça, c'est quand même une mentalité différente de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et donc là, l'Europe, ça arrive, et ça va un peu chambouler notre façon de voir les choses sur cet aspect-là. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les emballages hybrides qu'on peut connaître, carton plastique. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que c'est au niveau des tarifs de l'éco-organisme qu'il va y avoir finalement un tarif plus cher, plus élevé. Un tarif plus cher, et puis là, dans l'exemple que je mets à l'écran, en 2038, interdit de mise en marché. Donc, est-ce qu'il faut abandonner tout de suite? Non. Moi, j'aime bien Fabrice Pelletier quand il dit qu'on est dans une phase d'expérimentation. On fait ces mélanges de carton et de plastique pour aboutir à terme vers du monocarton. Voilà, c'est une étape, on a encore un peu de temps pour y arriver. Mais la trajectoire est là. Alors que dans AGEC, finalement, un carton plastique était un peu tranquille, même en 2030, en 2035. Exactement. Alors dès lors, comment faire le bon choix? L'analyse de cycle de vie, évidemment. Et nous, chez Citeo, ce qu'on dit, c'est qu'il faut être recyclable, vu que ça, c'est la loi. On est interdit de mise en marché si on ne l'est pas. Donc on le met au-dessus de l'analyse de cycle de vie. En tant qu'ingénieur, j'aurais fait l'inverse personnellement, mais ce n'est pas ce que dit la loi. Donc il faut être recyclable. Et ensuite, on applique la CV entre les solutions recyclables pour voir quelle est la bonne solution. Et donc c'est vraiment cette logique-là. Et ça, c'est juste un exemple sur les sacs que j'utilise souvent, mais juste qui nous a montré que parfois ça chamboule ces analyses de cycle de vie, nos croyances. Là, on s'est posé la question s'il fallait mieux un sac plastique ou un sac papier à usage unique. C'est l'ADEME qui a fait ça. Puis c'est demandé, est-ce que si je passe en sac coton réemployable, les tote bags, est-ce que c'est mieux? Et oui, c'est mieux dès lors que je l'utilise 40 fois, mon tote bag coton, ce qui arrive vite en fait, dans une année. Et tiens, et si j'ai un sac plastique réemployable, est-ce que c'est mieux que le coton? Bah oui, c'est que 8 fois pour être meilleur que l'usage unique. Et c'est complètement contre nos croyances qui sont plutôt à pénaliser le plastique. Effectivement. Et là, l'analyse de cycle de vie est aussi pourvoyeur d'informations de benchmark entre le réemploi et le recyclage. Oui, et je vous invite sur ces sujets de réemploi contre usage unique, parce que des ACV, moi j'ai commencé ma carrière en 2008 sur une ACV sur ce sujet-là. C'était mon premier dossier. À l'époque, c'était sur les bouteilles dans les cafés, hôtels, restaurants. Il faut pas... Enfin, c'est trompeur de vouloir opposer de l'usage unique qui a un système hyper optimisé avec du réemploi qui démarre. C'est pas, nous, en tout cas, chez Citeo, on ne réfléchit pas les ACV sur le réemploi comme ça. On se dit, pour que le réemploi marche, quels sont les critères en ACV qu'il faudra absolument remplir? Une distance de transport, pas plus de tant de litres d'eau pour laver. Et après, on regarde si c'est crédible ou pas. Exactement. Et là, ça nous permet, voilà, typiquement, on l'a fait là sur le beurre. Alors, je ne l'ai pas mis à l'écran, je n'avais pas prévu, mais on peut en parler. On a fait une ACV avec tous les clients qui voulaient bien sur le beurre pour savoir si, pour les emballages souples, pour les emballages rigides, que des solutions recyclables, quelle était la bonne solution. Et donc, on a fait la CV. Et on a fait la CV du réemploi. Un beurrier en inox. On s'est inspiré d'un beurrier qui existe au Brésil, mais qui était à usage unique, on l'a transformé en réemployable et on l'a analysé. C'était notre idée d'emballage standard chez Citeo pour le beurre. Ce qui ressort de cette analyse, c'est qu'il ne faut pas le faire tel qu'on l'a imaginé.
Il était beaucoup trop lourd, il avait un couvercle jetable, l'usage unique était vraiment meilleur dans ces conditions-là. Donc en fait, on ne se dit pas le réemploi, c'est nul, on se dit c'est pas avec cet emballage en inox, tel qu'on l'avait imaginé un peu tous ensemble à Brainstorm, qu'on va le faire. Ça ne marchera pas. Donc il faut revoir notre copie. Et le réemploi, par contre, on va peut-être le faire. On en reparlera, mais effectivement, le paramètre poids de l'emballage réemployable versus son nombre de cycles de réutilisation est évidemment un arbitrage fondamental. Et puis la partie jetable, hyper important. Si je dois jeter un opercule puis jeter un couvercle, à chaque fois, là, ça plombe le bilan, évidemment. Et juste cette sur logique-là, sur le beurre, mais on reste sur le beurre, sur l'ACV, juste pour montrer un peu la logique aussi. Donc ça, on vient de le faire sur le beurre, on le fera sur d'autres produits, si ça marche. C'est qu'on commence par une ACV pour que tout le marché ait la bonne vision. C'est quoi les bonnes solutions? Il y en a qui ne sont pas encore complètement en marché. On est parfois au stade de la recherche et développement. Il y en a d'autres qui sont déjà en marché. Et puis après, un appel à projet où Citeo accompagne, participe aux copies, le finance, des projets très concrets avec des entreprises pour basculer en fait vers ces solutions qui sont plus recyclables et qui ont une bonne ACV. Oui, rappelons que la majorité des emballages pour le beurre sont composés d'aluminium et ou de plastique. Enfin, globalement, ils ne sont pas recyclables. Il y a eu un lancement sur le marché en emballage papier. Et ça veut dire que là, le papier n'est pas forcément l'objectif ou la solution idéale. Là, tout est exploré en termes de matériaux. Et ben, on voit qu'on est très. Là, c'est les structures souples. Alors, quel est le résultat? On voit, l'actuel non recyclable est à 3,8. Là, c'est un score cumulé. Et puis tous les autres, ils sont pas loin. Ah, effectivement, ouais. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Et finalement, entre un papier là, qui a le meilleur score 3,3. Effectivement, le papier coating. Et un plastique 3,4. Nous, on est bien mal de dire utiliser l'un ou l'autre. Chaque industriel fera son choix. D'accord. Quelle est l'unité 3,8, 3,4 Ça, c'est l'Europe qui nous propose ça. Dans les ACV, ça s'appelle le score unique. C'est-à-dire qu'on arrive à accumuler de l'impact climatique, de l'usage de l'eau, de la pollution de l'eau. C'était juste pour avoir un graphique qui soit lisible et pas vous montrer que le climat, que le CO2. Et on voit bien qu'on n'aura pas une conclusion univoque, mais probablement plusieurs possibilités. Ça dépend. Alors, pareil, si on s'attarde sur le beurre, sur les rigides, on connaît tous le beurrier en PP, et il y a aussi des beurriers en carton plastique sur le marché. Là, ce qui sort de la CV, c'est que à date, le carton plastique a un meilleur impact que le PP. Donc, et encore pareil, c'est pas pour tirer sur le PP, on est plutôt en train de dire le PP, pour vous si vous voulez revenir dans la course, il faut s'alléger. Allégez-vous et vous reviendrez dans la course. Et on liste les facteurs qui permettent de le faire. C'est clair, d'ailleurs, on aura l'occasion de parler de l'allègement de la réduction. La suite, justement. Donc, juste ressources pour finir, on accompagne des startups pour faire des ressources de demain. On a par exemple travaillé avec Fairbricks qui fait du PET à partir de CO2. Au lieu de pétrole, pourquoi pas, c'est peut-être le futur. Des partenariats avec le Centre technique du papier, alors très content, ça fait 3 ans ou 4 ans que je l'attends. On a l'accréditation pour le contact alimentaire sur la chromatogénie depuis cet été. On va faire un webinaire là en octobre. Donc ça y est, on peut mettre donc c'est un carton qui est barrière à l'eau. Pour l'instant, il y a encore un tout petit peu de plastique, mais le but c'est de le virer. Et donc là, on est contact alimentaire, donc c'est une très très bonne nouvelle pour le marché. L'idée, c'est de ne plus avoir de coating du tout. Supprimer c'est d'avoir de la chromatogénie qui vient remplacer une lamination de film PE ou de la paraffine. Et boum, on arrive avec quelque chose qui est, pour l'instant il y a 7% de plastique dedans à peu près, mais on va l'enlever petit à petit. Barrière à l'eau. Barrière à l'eau, et on travaille aussi avec le Centre technique du papier sur des barrières aux graisses par exemple. Donc c'est assez avancé sur la cellulose moulée, on est encore pas encore industriel sur le carton plat. Et le biomimétisme, alors ça c'est pour l'instant on travaille sur les calages, mais finalement le calage c'est du nid d'abeille. Oui. Pour ceux qui connaissent le carton, pour amortir les chocs, c'est du nid d'abeille. On s'est déjà fait du biomimétisme avant l'heure. Et ben en fait, il y a plein d'autres animaux dans la nature qui sont très malins pour faire des structures hyper résistantes mais vides. Donc on s'en inspire en fait pour alléger ce carton. Hop, ça veut plus. Ah, c'est un petit souci avec la flèche de l'ordi. On a un petit blocage sur le diaporama. Si on peut, voilà, parfait. C'est bon. Juste très vite, PPWR, vous avez surtout des objectifs d'intégration de recyclés dans PPWR. Il n'y a rien sur être biosourcé. Gardez-le en tête. Ce sera à l'étude par la commission, et pour l'instant, il faut contenir du recyclé sur un certain nombre de produits. Du mécanique, le chimique sera très certainement aussi accepté. Il ne faut pas se leurrer, parce que sinon, ils n'auraient pas mis tous les plastiques, et sinon, ils n'auraient mis que PET.
Et typiquement, voilà, sur cette slide comme ça, on se dirait, bah, ok, il va falloir mettre du plastique dans les emballages plastiques, du plastique recyclé dans les emballages plastiques. Mais hyper important, dès que vous avez 5% de plastique dans votre emballage, il faut mettre du recyclé. C'est-à-dire qu'une brique va devoir mettre du plastique recyclé. C'est-à-dire qu'une barquette carton plastique, comme je l'ai mis avant, va devoir mettre du recyclé. On est d'accord que versus AGEC, la loi française, on va peut-être un cran plus loin avec PPWR. On va plus loin, clairement. Et puis, quelque chose qui pour moi va avoir une influence sur le marché, qu'on anticipe déjà, c'est que un emballage compostable est exempté. C'est-à-dire qu'un carton PLA est exempté, n'a pas besoin de mettre du recyclé. Ça pousse forcément dans une direction aussi le marché. Sachant que le PLA devra quand même répondre à l'exigence de recyclabilité. Non, parce que là, c'est le carton. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le carton combiné avec du PLA, donc c'est plutôt le carton qu'on va essayer de recycler. Ok, je comprends. Et par contre, lui, il sera exempté de recycler. Très clair. Alors qu'un carton PE, il ne sera pas exempté. Parfait pour cet axe ressources. Passons à l'axe réduction. Allez, on revient dans les R officiels. Réduction. Donc, ce que nous dit PPWR, c'est qu'on va supprimer un certain nombre d'emballages. Ça, c'est les interdictions. Donc, on en a déjà en France, hein, le sac de caisse en plastique fin. Il a été supprimé. La paille, c'est pas un emballage, mais il y a une pétition en cours pour essayer d'entreprises qui veulent la remettre. Mais voilà. Et donc, l'Europe apporte aussi sa touche d'interdiction. Le premier qui arrive, ça va être les emballages groupés, le lot promotionnel. Donc là, boum, ça va tomber. Ils veulent plus de l'eau promotionnelle. Il faut se rassurer, c'est pas le pack de 6 bouteilles d'eau. Enfin, c'est pas ça vraiment qui est dans la mentalité pour les industriels, par exemple de la boisson. C'est plus vraiment le lot promotionnel. Donc, il va falloir se réinventer dans ce domaine-là. Sur les bandes adhésives qui vont rassembler X paquets de chips, par exemple, c'est ça? Oui, par exemple, on pourrait avoir ça. Des choses beaucoup plus simples. Et puis, c'est le fameux exemple anglo-saxon de dire acheter aujourd'hui, offert plus tard, qui est une autre offre, une autre façon de faire du groupé, qui existe déjà dans le monde, mais qui n'a jamais trop pris en Europe continentale et en France. Et l'autre, je vais dire un point important pour l'industrie agroalimentaire, c'est toutes les mini-portions dans les hôtels-restaurants. Le petit beurre, la petite confiture, etc. Et donc tout ça, ça va être le ketchup. Tiens, les petites poches de ketchup, va falloir une grosse bouteille à pompe. Et donc tout ça va sauter avec PPWR. On passe sur des grands formats. Sur la réduction, on doit réduire nos déchets d'emballage. Donc on a des objectifs. Et donc juste bien comprendre là-dessus. Alors il y a du vide, il y a une réduction de vide plutôt pour le e-commerce. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur ces objectifs de réduction, pareil, qui nous chamboulent un petit peu par rapport à tout ce qu'on connaît avec le droit français jusqu'à présent, il n'y a pas le mot plastique. En France, on est plutôt habitué à avoir moins X% de plastique. Là, non, c'est moins X%. La PPWR dit quand même que pour atteindre ces objectifs, les États membres font ce qu'ils veulent. S'ils veulent taper que sur le plastique, ils peuvent le faire. S'ils veulent taper sur tous les emballages, ils peuvent le faire. Donc il y a quand même une liberté qui est laissée aux États membres. Mais en tout cas, le mot plastique n'est pas cité. Ça va un petit peu contre ce qu'on a en tête dans AGEC. Oui, exactement, mais ça ne vient pas non plus annuler l'objectif qui avait été donné de suppression du plastique dans les emballages à usage unique. Alors, si la France respecte à la lettre PPWR, on verra comment ils vont le mettre dans le droit français. Il n'y a plus d'interdiction des plastiques en 2040. D'accord. Mais, le texte européen n'interdit pas à la France, ceci dit, de préciser cet enjeu. Exactement. Chez Citeo, comment on fait? On accompagne les entreprises avec nos clients, les fabricants, à comment on peut continuer à réduire. Un que j'aime bien, moi, c'est l'outil de positionnement qu'on est en train de tester sur certains secteurs. C'est-à-dire, on a pesé tous les emballages du rayon. Et comme ça, on vous dit si vous êtes avec votre emballage, si vous êtes au milieu, vous êtes le plus lourd ou le plus léger. Ça permet aussi de se comparer. Donc on est en train de tester ça. Et puis on fait des appels à projets où très concrètement, on aide les industriels financièrement, mais aussi avec nos connaissances, à réduire. Donc voilà, je vous en ai mis quelques-uns à l'écran dans le monde agroalimentaire. Comme parfois c'est de la réduction de vide ou de la suppression d'éléments. Et parfois, de revoir sur la rillette le fond qui était bombé, faire un fond plat, on gagne forcément en matière. Donc là, c'est de la conception, mais c'est facile à dire, c'est pas si facile à faire parce qu'il y a des outils industriels derrière à changer. Et puis,
Ça, c'est pareil, c'est un changement de mentalité qui est assez important et qu'il faut qu'on en prenne tous conscience. C'est qu'aujourd'hui, quand on lit les textes français, par exemple l'agrément de Citeo et de l'Eco, notre concurrent, mais dans AGEC aussi on retrouve ça, si on veut tenir les objectifs de réduction qu'on nous demande collectivement, et pas se prendre des amendes ou je ne sais quoi, il va falloir faire de la rupture. C'est plus gagner 1 gramme, c'est d'aller plus loin. Donc il y a le passage en grand format, et on le voit déjà, hein, dans l'eau par exemple, il y a des passages de bouteilles 1 litre vers des bouteilles 3 litres, parce que mine de rien on les boit à la maison, donc pourquoi pas avoir des emballages plus grands. De la frugalité de fonctionnalité. Alors l'exemple qui commence à être hyper connu de Bonduelle qui supprime son couvercle sur les petites portions et qui garde que l'opercule. Là on a vraiment de la réduction en changeant une fonctionnalité. Passer sur du souple. Alors je ne l'ai pas mis à l'écran, mais dans certains pays, là on voit des bascules sur la viande hachée de barquettes à souple. Pareil, ça s'observe. Les produits sans eau, dans la lessive par exemple, on le voit de plus en plus. Et puis du coup, les fins du regroupement. Et voilà, ça c'est de la rupture et il faut aussi se dire que ça fait partie du périmètre maintenant. Nouvel axe, le réemploi qui fourmille aussi de projets riches actualités. Allez, le R du réemploi. Donc là aussi, on a un calendrier d'obligations où, alors là c'est celle pour PPWR, où on va du coup avoir on a des obligations de réemploi mais qui sont beaucoup plus ciblées que dans AGEC. On le voit, c'est pour les boissons que ça ressort. C'est pour les produits à emporter dans le CHR. Pour la vente à emporter. C'est pour la logistique. Donc on va être beaucoup plus ciblé, finalement, par famille de produits, que atteignez 5-10% de réemploi sur vos emballages comme on a dans AGEC. Et donc voir comment le 5-10% français vit, là, dans les prochains mois. Et puis là, on voit qu'on va... Par contre, on aura des objectifs contraignants sur certains secteurs. Et c'est une évolution, mais c'est bien. Enfin, ça porte aussi le réemploi au niveau européen. Une précision quand même sur les objectifs contraignants, ça va concerner quelle famille de produits par exemple? C'est ce que je disais, donc les boissons. Les boissons en particulier. Le CHR. C'est clair. C'est les plus visés. En tout cas, dans l'agroalimentaire, c'est ce qui est le plus visé. C'est clair, Vincent. Chez Citeo, on le prend sous 3 angles. D'abord, développer la connaissance, comprendre ce que ça veut dire du réemploi. Par exemple, les dernières grosses études qu'on fait, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est est-ce que le consommateur est prêt à utiliser des emballages réemployables? Quelles sont les clés pour qu'il le fasse? Parce que ce sera un échec si finalement les produits ne sont pas achetés, qu'on a mis en place tout le dispositif. Donc on a vraiment un travail là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on a développé par exemple un design particulier pour les emballages standards avec un petit cœur, avec le R-cœur, pour qu'en rayon, on le voit tout de suite en fait que c'est un emballage réemployable et qu'on le retrouve sur, que ce soit un bocal en verre, que ce soit une barquette plastique, demain on le revoit partout. Ça devient quelque chose d'automatique. On accompagne des projets. Donc on a fait une première vague de projets l'année dernière. Cette année, ça redémarre. Il y en aura l'année prochaine aussi. On a des sommes conséquentes, 50 millions d'euros par an, c'est énorme pour développer le réemploi. Donc venez avec vos projets si vous en avez. Et c'est assez large ce qu'on peut financer, donc il faut venir. Et nous, on aide, voilà, exactement. Enfin, on aide tout simplement pour tester, pour apprendre avec vous et pour vous aider à basculer. Et puis structurer un dispositif national. Alors, ça veut dire faire des emballages standards. Je vais y revenir. C'est hyper important parce qu'il ne faut pas qu'une bouteille, transporter des bouteilles vides ou des barquettes vides aux quatre coins de la France, là. Sinon, ça va coûter trop cher. Et puis, par exemple, on a eu des difficultés pour l'anecdote de faire produire les premiers emballages standards. Finalement, il n'y a aucune entreprise en France qui a une taille critique pour faire un contrat avec un verrier et produire les premiers millions de cols pour se lancer. Donc, il faut bien quelqu'un qui lance pour un peu tout le monde, la mutuelle. Et puis après, tester la logistique. Est-ce qu'on arrive bien à faire circuler les emballages vides pour qu'il n'y ait pas une usine en panne de production à un moment donné parce qu'elle doit produire mais elle n'a pas les emballages? Enfin voilà, tester tout ça. Et donc c'est exactement ce qu'on fait sur une grosse zone, hein, sur un bon quart nord-ouest. Alors voilà, il faut dire quelques mots de cette démarche Reuse impulsée par Citeo. Donc vous avez fédéré quasiment une centaine d'acteurs, un an de travail et de réflexion collectif. L'heure est venue d'éprouver au fond le modèle qui a été imaginé. Donc 4 régions françaises, début 2025, précisé.
Non, mais hyper fier. On lance des emballages avec les marques, hein, concrètement sur le marché. Alors, c'est sur le verre, vous les avez à l'écran. Donc, il n'y a pas 36 formats. C'est fait exprès pour faciliter la logistique et le lavage. Ça viendra après sur des barquettes, hein, pour les gens qui disent « Ah, mais moi, ça ne correspond pas à mes produits ». Il y a des projets en cours. On teste justement, y compris les barquettes, d'ailleurs, selon différents matériaux. Inox, plastique, comprendre si on peut les operculer à répétition, comprendre si un coup de couteau à l'intérieur, ça condamne l'emballage. Tout ça est en test. Quels matériaux on a envie, hein, pour faire ces barquettes plastiques, par exemple. On a tous en tête la boîte PP à la maison là, qu'on met dans le micro-ondes et avec du curry et elle ressort toute jaune. Puis alors bien du courage pour qu'elle redevienne transparente. Donc quel est le bon matériau pour faire ça? Pour quel produit? Et pour l'instant, on se lance en verre, c'est quand même aussi le plus simple, hein, pour apprendre. Et avec des volumes significatifs, je crois que c'est 30 millions d'emballages qui vont être activés. C'est bien ça, Vincent? D'unités, oui, mis en marché, qui vont circuler du coup entre de la grande distribution, entre des entreprises qui conditionnent, des consommateurs, avec une consigne. Et on va voir si ça tourne, si ça fonctionne. On va essuyer les plâtres avant de déployer plus large. Donc vous voyez, des boucles locales, on passe aux boucles supra-régionales, on monte d'un cran, et ça on en reparlera évidemment sur les prochains événements, et notamment le CEFIA Rennes. Ce que je vous propose, Vincent, c'est de passer à l'axe recyclabilité. Oui, donc recyclable, PPWR en 5 dates, comme ça fixe les choses. En 2026, entrée en vigueur normalement de PPWR. 2028, publication de l'acte délégué. L'acte délégué, c'est un décret d'application en langage français. L'acte délégué qui va nous dire c'est quoi recyclable, quelle est la définition. Et 2 ans après, c'est hyper court, interdiction des emballages non recyclables, plus modulation du tarif chez Citeo et chez notre concurrent Leco, suivant le score de recyclabilité. Exactement, le grade de recyclabilité, pour utiliser les bons termes. Et donc ça va aller très vite en fait. Et puis 2035, on va rajouter une difficulté, c'est qu'il faut non seulement être recyclable via son design, mais en plus, il faut atteindre des bons scores de recyclage en Europe. Un matériau qui serait trop peu recyclé, il exit en 2035. Alors ça, je veux bien que vous précisiez, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas en tête. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi le critère objectif? C'est-à-dire que, alors on verra dans l'acte délégué, je n'ai pas toutes les lumières, toutes les réponses à ça. Prenons l'exemple, et on va revenir dessus, encore une fois, du PS. Les recycleurs sont en train de démarrer. Il y en a un qui a démarré, il y en a un qui démarre dans 2 mois. Pour les tonnes françaises. Hop, c'est bon. Donc nous, la France, on a fait le choix de contractualiser avec ces recycleurs-là, d'avancer avec eux pour recycler le PS. C'est un choix qu'on fait parce qu'on a à peu près 100 000 tonnes de PS sur le marché, ça valait le coup. Mais pour l'instant, on démarre, donc on a des taux de recyclage qui sont un peu faibles encore. Il va falloir optimiser le geste chez l'habitant. Le pot de yaourt, il y a encore un peu trop de gestes de poubelle de table et c'est un défaut, hein. Il faut vraiment penser qu'il faut le trier, le pot de yaourt, donc il faut communiquer. Le centre de tri, il faut encore l'améliorer, on peut encore faire des choses. Et le recyclage, on peut encore faire des choses. Mais du coup, le taux de recyclage, il est un peu faible. Là, à date, très clairement, avec le taux de recyclage 2024 pour le PS ou 2025 pour le PS, l'Europe nous dit non, on arrête. Je préfère arrêter ce matériau que vous restiez sur un taux de recyclage aussi faible. Est-ce que là, la capacité, elle devrait être autour de 10 000 tonnes? Je dis une bêtise, c'est ça? On recycle à peu près 10 000 tonnes sur Ouais. 100 000 mises en marché, donc ça fait pas... 10%, c'est trop faible. 10%, c'est trop faible pour l'Europe. Et puis l'Europe se dit, on va le faire en plus. On va demander à chaque État, finalement, de faire le choix. Est-ce que vous maintenez le PS ou vous en sortez? Si vous le maintenez, vous faites l'effort d'aller le recycler correctement. D'accord, donc ça ne sera pas harmonisé quand même et totalement. Et tant mieux. Je vais le dire, tant mieux. On peut harmoniser beaucoup de choses, mais j'ai aucune envie qu'on harmonise ce que je mange. Et oui. Parce que je pense qu'un Allemand a aucune envie qu'on lui harmonise les yaourts et qu'il soit obligé de manger du yaourt par 4 en PS. Les habitudes de conso sont pas les Moi, mêmes. j'ai pas envie de manger du fromage en tranches. On en trouve en France, hein, c'est pas pour leur taper dessus. Mais on n'a pas le même fromage avec les Néerlandais, par exemple, avec les Pays-Bas. Et du coup, on n'a pas les mêmes emballages. Et du coup, on n'a pas les mêmes matériaux en même quantité. Et donc, forcément, on a des petites différences en Europe. Et c'est lié à notre consommation. Et on va pas tout harmoniser. Mais en gros, le polystyrène, par exemple, mais ça peut être le cas aussi des barquettes PET colorées. D'accord. On n'a pas les mêmes marchés en Europe là-dessus.
Et donc du coup, il y aura peut-être des petites différences par pays et l'Europe nous dit maintenant vous choisissez. Soit vous faites l'effort de le recycler correctement avec des bons taux, soit vous arrêtez. L'organisation du tri, du recyclage. Hop, ça, je l'ai. Alors ça c'est toujours PPWR, c'est juste pour vous dire qu'il y aura 3 grades. Il y aura 3 grades A, B, C. Et en 2038, il n'y aura plus que A, B. Ils enlèvent le C. Et donc là, il faut être A ou B ou C pour survivre en 2030. Et plus vous êtes A, vous payez pas cher, C, vous payez cher. Et donc ça va être des scores, des grades de recyclabilité qui vont être expliqués dans l'acte délégué. Et on est en train de faire des normes au niveau du SEN. Là, on est en pleine consultation publique sur les documents du SEN, sur les plastiques, pour justement dire c'est quoi les critères pour atteindre A, B ou C. Juste le schéma de tri, qu'on se l'ait bien en tête, là, très concret. On sort un peu du droit, là, on revient sur le terrain. Un emballage en verre, quand vous le triez chez vous, ça va chez un préparateur de calcin qui va trier par couleur. On va avoir le clair d'un côté, le marron d'un autre, le vert d'un autre et les autres couleurs, dont le marron, un troisième flux. Et ensuite, ça va être envoyé au recyclage. Tous les autres emballages du bac jaune vont être envoyés dans un centre de tri qui sépare par matériaux et par couleur. Et ce qu'on a fait le choix en France, c'est d'avoir un tri en 2 étapes pour certains plastiques difficiles à recycler. Donc le centre de tri, il est capable de sortir les cartons, les briques, l'acier, l'alu, les bouteilles PET, tout ce qui est rigide en PEPP et les films. Et puis finalement, on a un centre de surtri qui nous permet d'aller chercher les bouteilles PET colorées, les bouteilles PET opaques, les barquettes PET et tout ce qui est PS. Ça, c'est le fruit d'investissements récents. C'est des investissements, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le flux de développement. Citeo a investi sur 3 centres de surtri pour permettre de faire ça. Et en fait, on en avait besoin, ces centres de surtri, c'est un peu de la flexibilité, c'est un peu de nous permettre d'aller chercher des tonnages qui sont un peu plus faibles, qui n'étaient pas forcément rentables pour le marché à faire naturellement, mais d'aller les chercher et de les orienter au recyclage derrière, parce qu'on a des recycleurs pour ça. On avance avec un point, allez, matériau par matériau. Oui, alors ça c'est toujours important, c'est que la logique, pour savoir si vous avez un emballage, si votre emballage est recyclable, il faut vraiment qu'on ait tous cette logique en 2 étapes. C'est vraiment 2 étapes. La première, c'est est-ce que la filière existe? Ça veut dire qu'est-ce que c'est collecté, trié, recyclé. Deuxième étape, est-ce que finalement, mon emballage, mon design propriétaire, là, est-ce qu'il fonctionne au tri? Est-ce qu'il fonctionne au recyclage? Donc la première chose, c'est est-ce que ça existe? Et puis deuxièmement, est-ce que j'arrive à m'intégrer dans ce qui existe? Ça, c'est la première étape que vous avez à l'écran, c'est les filières qui existent. Donc en vert, si vous voyez le nom de votre emballage, le matériau de votre emballage dans une case verte, ça veut dire que c'est gagné. Si vous voyez dans du vert clair, ça arrive. PS, ça arrive l'année prochaine, typiquement. Les rigides en PET operculés, il y a une partie qui arrive l'année prochaine, une partie qui arrivera plus tard. Ça dépend, par exemple, le PET coloré arrivera plus tard. Les PET PE, les complexes, seront recyclés, mais plus tard. Par contre, tout ce qui est mono sera recyclé en 2025. Et les soupes PP, ils arriveront normalement en mi-année, l'année prochaine, en case verte foncée. Donc ça avance, c'est des bonnes nouvelles. Par contre, si vous ne voyez pas le nom de votre matériau ici, je ne vois pas le PLA. Il n'y a pas le PLA. Il y a quelques exemptions. Les sacs fruits et légumes, ils ont le droit d'être compostables. C'est un cas particulier, c'est les seuls. Hein. Et puis dans PPWR, on a une exemption pour le bois léger, la boîte de camembert, qui a fait tant de débats européens. Le textile, alors ça, j'attends avec hâte que la Commission m'explique ce que c'est qu'un emballage. Enfin, certains produits au torchon peut-être emballés, voyez, dans le foie gras ou. Allez, je prends un cas concret. C'est pas un matériau le textile. C'est une famille de produits. Ah oui, alors la tous les autres, c'est définition des du matériaux. Textile. Ouais, tout à fait. Et si je fais un textile en PET? Ah oui, d'accord. Oui, on a un souci. Ça existe. Hein. Donc un filet, par exemple, en PET. Ou en nylon, tiens, ça existe aussi. Pour des échalotes. Et donc, je ne sais pas ce que c'est textile. Donc ça, on va attendre que la Commission nous le dise. Mais bois léger et textile, on comprend quand même l'idée qu'il y a du textile qui va être exonéré. La céramique et la cire qui sont au moins exonérés jusqu'en 2035 d'être recyclables. Alors ça ne veut pas dire que forcément on leur fera le tarif le moins cher parce qu'il y a des coûts et on n'a pas de rentrée d'argent, de gain d'argent à un moment donné. Alors que quand on recycle, il y a quand même cette logique à un moment donné que ça crée de la valeur. Mais en tout cas, ils seront exonérés, ils vont survivre sur le marché, il n'y a pas d'enjeu. Le PLA n'y est pas. Alors voilà, les emballages biocompostables ou d'origine effectivement renouvelable.
Est-ce que c'est mort? Non, ça veut dire juste qu'on a jusqu'en 2030, je vous ai mis les dates juste avant, on en a parlé, on a jusqu'en 2030 pour le créer, si vous voulez que ce soit une case verte. Mais ça veut dire créer une collecte, un tri, un recyclage, le financer. Il faut tous qu'on s'implique pour le faire. Et je cite le PLA, mais ça peut être les PHA, ça peut être plein d'autres matériaux, ça peut être les calages en champignons. Enfin, on peut ouvrir plein de portes. Par contre, il va falloir l'organiser, le financer, et pas juste dire on claque des doigts et on rajoute une case verte, ça marche pas. Donc c'est pas impossible, mais tout est à construire. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour les exemptions. Je crois que sur la céramique, il y a des réflexions, notamment en France, sur éventuellement Bien sûr, il y a des travailler à une études. filière. Il y a des études pour les faire repasser en case verte, pour sortir de cette zone d'exemption qui est un peu bancale. Évidemment, oui. Et donc ça, tout est possible en fait. Donc faut juste, par contre, après, faut pas imaginer que quelqu'un le fait à votre place. C'est juste ça. On continue, Vincent. Ça, je le remets là, c'était les cases en vert clair, les 3 filières qu'on est en train de créer, juste que vous les ayez en tête. On est complètement transparent sur avec qui on travaille et qui reçoit quel tonnage. Donc vous les avez sur le PS, les souples et les barquettes PET. Où ils sont situés, ça fait l'objet d'un appel d'offres. Ces gens ont candidaté, on a retenu les meilleurs dossiers. Et donc c'est des gens qui recyclent, qui soit ont démarré, soit vont démarrer pour recycler les emballages. Et donc on a un mélange de mécanique et de chimique. Il y a une ligne directrice dans notre philosophie, c'est qu'on essaye de vous faire de la matière recyclée qui revient au contact alimentaire, parce que on l'a vu, vous avez des obligations de mettre du recyclé dans vos emballages. Donc on essaye quand même de rester sur cette logique. Et il faut se dire que c'est des contrats sur 9 ans. 6-9 ans, ça veut dire qu'on est engagé pendant un petit bout de temps. Donc souvent on a des industriels qui nous disent « t'as vu le tel recycleur qui s'ouvre je sais pas où ?» Je dis « bah oui, bien sûr on va regarder, on va travailler avec lui. » Après nous on est en contrat sur 9 ans déjà. C'est clair. Quid des critères de recyclabilité? Donc ça c'était la première phase. Est-ce que la filière existe ou pas? Maintenant la question c'est je m'insère ou pas dedans? Est-ce que je suis capable de rentrer dedans? Aujourd'hui vous avez une galaxie de comités, on a utilisé ce mot-là, de comités techniques. Donc c'est la chaîne de valeur. Ce qui est chouette de ce modèle de comité, c'est vraiment il y a toute la chaîne de valeur impliquée et que c'est basé sur des tests. Donc le COTREP qui est connu sur le plastique ou le CEREC sur les cartons, mais on en a sur le métal, on en a sur le verre et on en a un sur le tri. Est-ce que ça se trie ou pas? Et là, c'est des comités qui donnent des recos. Il y a des tableaux vert, orange, rouge qui vous disent si ça marche ou pas, qui vous font des recos. Et donc c'est basé sur des tests. Et en plus, ce qui est chouette, pourquoi j'insiste sur la chaîne de valeur, c'est parce que c'est fait au consensus. C'est-à-dire que si un fabricant d'emballage vous raconte quelque chose, le recycleur vous racontera exactement la même chose. Et la marque vous racontera la même chose, et tout le monde parlera le même langage. Et donc ça va être valable jusqu'en 2030, si on en suit PPWR, pour la France. Et ça va basculer en 2030 sur un acte délégué. Alors 2 options à ce stade, soit l'acte délégué va hyper loin et nous dit combien de pourcentage de VOH j'ai le droit dans un emballage en PP et est-ce que j'ai le droit de mettre du PLA sur un carton, pour prendre 2 exemples que j'ai dit tout à l'heure. On peut imaginer un acte délégué qui fait 100 pages et qui nous détaille tous les cas particuliers. C'est peu probable, parce que on va quand même dans un niveau très technique. Et puis bonjour les mises à jour d'un texte réglementaire pour couvrir les innovations. Et la forte probabilité, on a un mandat de la Commission européenne pour développer ça, c'est de faire des normes. Donc travailler au niveau du CEN pour faire des normes qui finalement c'est un consensus des acteurs, publics, privés, ONG, sur c'est quoi les bons critères pour dire recyclable ou pas, c'est quoi le bon pourcentage de VOH, c'est quoi est-ce qu'on a le droit de mettre du PLA plaxé sur du carton. Et donc on est en plein dans ce travail normatif et là on est dans une phase, si ça vous intéresse, de commentaires sur les travaux plastiques. Donc les personnes qui sont à l'AFNOR peuvent commenter et c'est jusqu'en décembre. Et c'est très après, important. On rate le coche. Parce qu'effectivement, ça va fortement impacter le marché de l'emballage, très clairement, avec la probabilité que vous venez de souligner, que ce soit les normes qui soient prises en référence dans les actes délégués. Si vous voyez dans la norme que vous êtes rouge pour une mauvaise raison, vous êtes interdit en 2030 et il faudra pas. Et voilà. Et si vous n'avez pas participé, vous ne pourrez pas dire que vous avez pu expliquer les raisons pourquoi il ne faut pas le classer rouge. Mais voilà. Et donc c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Pour le plastique et les autres matériaux, le même modèle va être dupliqué avec des groupes de travail, ça va être lancé prochainement. On l'a acté en juillet, qu'on déployait sur carton, métal, verre et bois, la même logique, exactement la même logique. Donc c'est à la demande de la commission, donc c'est parti. Sur les autres matériaux, et voilà, et puis au moins on aura un modèle sur lequel l'industrie maîtrise, et je vous assure que c'est pas
Enfin, quand on a 300 personnes autour de la table, des ONG, le public, des entreprises qui ont des intérêts différents, c'est pas du lobbying défensif de l'industrie. Hein. C'est vraiment des débats qui sont très durs, basés sur des tests, des résultats techniques, pour arriver à quelque chose de correct à la fin. Hein. Et très structurant. Alors le travail se poursuit dans les comités techniques justement. Alors cette slide n'est pas très belle, mais c'est juste pour que vous ayez en vision qu'en France, les comités techniques ils continuent à créer de la connaissance sur la recyclabilité de vos emballages. Donc chaque année, on a une liste à l'après-vert d'innovations à tester, se demander, ou d'emballages sur le marché dont on n'a jamais apporté la réponse, pour se demander si ça se trie, si ça se recycle. Et ben, chaque année, on produit, ça prend un peu de temps. C'est des études qui sont un peu longues. Fait un communiqué sur LinkedIn il y a quelques jours là, sur le nylon, parce que le nylon dans les films PE, c'est un vrai sujet. Ah oui. Donc on relance des tests au COTREP. Mais voilà, donc là, vous avez, toujours pareil, une transparence sur quels sont les prochains sujets qui vont être pris par les comités pour qu'on continue, parce qu'on continue d'avancer à créer de la connaissance. Et on avance avec des appels à projets, c'est la suite. Et les appels à projets, c'est simple. Alors finalement, les travaux des comités, c'est de savoir, ça se trie, ça se recycle. Mais si ça se trie pas, si ça se recycle pas, je suis un peu coincé derrière. Si j'ai pas de solution. Donc finalement, derrière, on a des appels à projets chez Citeo, ou des projets en propre d'ailleurs, sur de la recherche, les matériaux de demain, on en a parlé un petit peu, sur du développement. Allez, on va parler du pot de yaourt avec une banderole PS et un opercule PS qui du coup est 100% recyclable et aura un score de A chez PPWR. Donc on est très content d'avoir fait ça avec des partenaires de fabricants d'emballage et metteurs en marché. Tout le monde s'est impliqué pour faire ça. Donc c'est typiquement un exemple de projet de développement où on est parti d'une idée, d'un concept, et on est allé jusqu'à l'industrialisation. Et puis le déploiement, là c'est plutôt, pour citer on parlait du beurre déjà, mais pour citer le dernier en date, la fin des films étirables en PVC, les films qu'on a dans notre cuisine. Donc là on accompagne, vous en trouvez par exemple sur la viande, et le fromage et le poisson en grande distribution. Et oui, au rayon à la coupe. À la coupe, on entoure la barquette avec. Il y a des films polyoléphines qui existent, donc recyclables, PEPP. Et donc, on est en train d'accompagner le marché à basculer vers ça. Basculer, ah oui, d'accord, avec des opercules. Pas d'opercules. Non, pas d'opercules, justement, des films avec d'autres matériaux. Là, on accompagne les gens qui veulent rester sur ce modèle de film étirable, qui ne veulent pas basculer sur un modèle operculé, à sortir du PVC, à utiliser du polyoléphine. C'est clair. Et on accompagne si besoin, enfin ça aussi c'est un appel pour la salle, hein, si besoin, si vous voyez vraiment un besoin où Citeo peut aider, venez nous voir. Si vous voulez un appel à projet demain pour basculer vers de l'operculable sur ce type de produit et qu'on peut être utile, dites-le nous. Hein. Et voilà, et donc ça c'est peut-être pour finaliser un peu la philosophie sur qu'on explique à nos clients, mais que tout le monde l'est bien, c'est qu'il n'y a pas encore de certitude. Vous avez vu, il y a des actes délégués, on ne les connaît pas encore exactement, il y a des normes qui sont encore en débat. C'est de la gestion de risque. Là j'ai pris le cas de la barquette avec buvard. La barquette PP avec buvard, elle sera recyclable, elle passera 2030. Il y a un risque hyper faible d'être interdit. La barquette carton PE avec buvard, il y a un risque moyen d'être interdit parce que ça dépend de la quantité de PE et puis où ça va tomber exactement chez PPWR. On voit bien, c'est pas un mono, c'est pas la tendance. Puis tiens, la barquette PET claire avec buvard, elle est en rouge aujourd'hui au COTREP. Elle est en rouge dans les normes aussi. Donc là, elle a je dirais pas à 100% d'être interdite, c'est pas du tout ça, parce qu'on y travaille encore, mais elle a un risque fort d'être interdit. Et donc après, en tant qu'industriel, vous devez vous poser la question si vous êtes joueur ou pas. Parce que et bien sûr les fonctionnalités, hein, si vous ne pouvez pas utiliser du PP, vous êtes coincé à avoir d'autres choses. Hein. Faut être réaliste quand même, c'est de l'emballage. Mais il faut avoir cette idée, cette philosophie de gestion de risque, en disant tiens, il y en a où sur ce produit-là, il y a une option qui n'est pas risquée du tout. Voilà, et est-ce que je veux aller sur l'option risquée? Pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui jouent au loto. On peut le voir comme ça, Vincent. Donc pourquoi pas? Nous, on va essayer de baisser le risque. Donc typiquement, sur barquette PET avec buvard, on va lancer des travaux de recherche l'année prochaine pour faire des buvards compatibles avec PET. Ça va un peu baisser le risque. On n'est pas sûr d'y arriver, c'est de la recherche. On est parti en plus pour plusieurs années. Hein. Mais on participe à réduire le risque pour les gens qui voudraient rester en PET. Le mot de la fin, Vincent? Le mot de la fin, les marquages. Et juste pour finir, voir les marquages, vous le verrez dans la présentation si ça vous intéresse. On va revoir les marquages, l'Europe va revoir les marquages infoterie. Mais juste le mot de la fin, il faut vraiment voir Citeo comme une aide
pour tous nos clients, pour les fabricants d'emballage. Donc si vous avez, en termes d'éco-conception, si on peut vous aider à réduire, vous aider à faire du réemploi, vous aider à avoir des emballages recyclables, à répondre à vos questions, à vous aider à basculer, à choisir le bon matériau, il faut venir nous voir, il ne faut pas hésiter. On est obligé de prioriser, on ne peut pas tout faire en frontal, mais on a déjà plein de connaissances qu'on peut partager et voilà. Et puis les appels à projets, c'est un bon exemple de dire, bah voilà, là c'est très concret, c'est du temps humain, de la connaissance, de l'argent. C'est clair, Vincent. Pour basculer. C'est clair, Vincent. Merci, on peut l'applaudir. On a compris au fond le message essentiel. C'est le moment d'être acteur de l'éco-conception des emballages. C'est un moment pour les questions-réponses. Un micro circule dans la salle. N'hésitez pas à interroger Vincent. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Oui. Merci de vous présenter. Alors, il faut qu'on mette le son sur le micro. Il n'est peut-être pas allumé. Vous êtes... Vous m'entendez? Ouais. Oui, bonjour, Samuel Mayer du pôle éco-conception. Qui intervient lors de la table ronde tout à l'heure. J'avais juste une question. J'étais très surpris du faible taux de recyclage d'aluminium dans les premières diapos. Ça vient de quoi? C'est parce qu'il est en mélange comme avec le beurre ou comment on arrive à des taux si faibles? Alors, il y a plein de raisons. Sur l'aluminium, on a de la consommation nomade, où on sait que le geste de tri est plus dur. Il n'y a pas forcément de poubelle de tri dans toutes les rues de France. On a des petits emballages. Il faut aller chercher le petit film autour d'aluminium, autour d'un vache qui rit par exemple. Plus dur d'aller chercher des petits. Et puis, il y a beaucoup d'aluminium qui est utilisé comme un accessoire d'un autre emballage. Je prends par exemple l'opercule de la bouteille de lait. On sait que les Français, il y a encore 1 sur 3 qui ne l'enlèvent pas, l'opercule de la bouteille, qui me pose des problèmes du coup au recyclage de la bouteille en PE et qui me pose des problèmes du coup sur l'alu parce que du coup je ne le recycle pas. Donc c'est ces 3 choses cumulées qui font que l'aluminium aujourd'hui a un taux plutôt faible. L'acier a un taux très élevé aussi parce qu'il ne brûle pas en incinérateur. Donc on trouve aussi des canettes en acier. Mais en incinérateur, en fait, je peux récupérer l'acier à la fin. Donc j'ai un autre endroit que le centre de tri où je peux recycler de l'acier. Oui, alors que l'aluminium, j'ai pas ça, il brûle. Il est trop fin en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait des résidus qui sont inexploitables ensuite. Et donc, c'est ça, il y a différents endroits. C'est pour ça qu'on active différents leviers aussi pour aller le chercher, qu'on déploie des captages de petits alus partout en France. Petit à petit, ça a énormément progressé, mais ça va encore tous les centres de tri vont être équipés. Pour aller le chercher, on continue à pousser le consommateur à séparer. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on a un appel à projet par exemple dans la crème fraîche pour passer en opercule PP sur PP, ce qui est beaucoup plus logique que ALU sur PP. Et ça va sauver aussi de l'aluminium. Enfin, il y aura moins d'aluminium, mais au moins il sera recyclé, l'aluminium qui reste. Et puis, Citeo a pris des positions sur les canettes pour mettre de la consigne pour recyclage, parce qu'on pense aussi que ça va booster le taux de collecte et le recyclage des canettes. Alors, c'était ma question finalement que je m'apprêtais à vous poser, Vincent, parce qu'effectivement, pour atteindre les objectifs de recyclabilité, il y a un des leviers, c'est la consigne pour recyclage. On parle de l'aluminium, mais ça vaut pour d'autres matériaux. Explicitez la position qui est la vôtre. Alors, on a 14 leviers pour booster la collecte, dont la consigne. Parce que la consigne, on en fait, si vous regardez dans les médias, on dirait que ça va tout régler. Il faut bien se dire que c'est sur la boisson, donc c'est une partie du marché. C'est vrai. Donc ce qui est important, c'est que la consigne, c'est un des leviers qu'on identifie nous pour booster vraiment le taux de recyclage. Et c'est pas le seul. L'éco-conception, ça fait partie des leviers aussi. On ne peut pas rester à 65% d'emballage plastique recyclable. On devrait être à 90% comme la moyenne. Mais puisqu'on parle de l'aluminium, où c'est un emballage effectivement, par exemple dans les canettes, qui va se retrouver dans la nature parce qu'il est jeté, là pour le coup de mettre une gratification, un intéressement plutôt au retour dans un système, ça peut... Typiquement ça a fait gagner des points, tous les pays qui l'ont fait ont gagné des points de recyclage. Après, par exemple, le plus de poubelles dans la rue, ça fait partie aussi des leviers, au-delà de la consigne, ça fait partie de nos leviers, etc. Et donc on a la tarification incitative. Je ne sais pas si ça vous parle, ça veut dire que au lieu de payer une taxe des ordures ménagères à la fin de l'année, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, on a l'impôt sur les déchets, c'est suivant combien de poubelles grises, d'ordures résiduelles je jette. Avec en fait, tout le tri d'emballage que je fais, je ne paye pas d'impôt. Et le reste est pesé.
Et du coup, c'est pesé et je paye suivant ce que je jette. Alors, c'est question dans une maison individuelle, dans un immeuble, c'est plus compliqué, etc. C'est un sujet complexe. Mais n'empêche que toutes les villes qui l'ont fait, ça progresse, le taux de recyclage. Donc, Si pas de questions, c'est qu'on a été très complet. Merci Vincent, on peut l'applaudir à nouveau. Vincent Merci. reste avec nous. On aura sans doute d'autres interactions dans la matinée.